Beaucoup de techniques chirurgicales, lorsqu'on est dans un bloc opératoire, on travaille en équipe. C'est une équipe, comme l'a dit Patrick Haïdan, c'est une équipe entre le chirurgien, l'anesthésiste, les infirmières, les penseuses. Et il faut savoir que quand le chirurgien évolue dans sa technique, nous, on est obligé de s'adapter. Et ça va dans le sens inverse, c'est-à-dire que lorsque nous-mêmes, on a amélioré nos techniques d'anesthésie, ça a permis de faire des interventions chirurgicales qui ont progressé, surtout chez les personnes de plus en plus fragiles et âgées. Lorsque Patrick Haïdan est revenu de Corée du Sud en me disant on va faire du robot, moi j'étais un petit peu étonné, j'ai dit du robot de la thyroïde par voie robot. Il m'a dit oui, oui, Gilles, tu vas voir, on va démarrer. On a démarré et il a fallu que je m'adapte très 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 vite à cette nouvelle technologie, cette nouvelle approche chirurgicale qui était totalement différente des approches qu'on avait lorsqu'on utilisait la cervicotomie pour pouvoir aborder l'espace thyroïdien. Et bien, très vite, on a tâtonné sur certaines pratiques, mais en regardant la littérature, en voyant ce que le professeur Chung de Séoul nous avait montré de leurs pratiques, ils avaient plus de 4000 cas de thyroïde robot, ben on s'est adapté et on a amélioré nous-mêmes nos techniques. Et lorsqu'on améliore nos techniques, dans tous les cas, de toute manière, on s'améliore. Et ça m'a permis d'évoluer un petit peu et de vous présenter ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, évidemment, il n'y avait aucune étude, aucune publication, juste la vidéo de chez Chung et quelques données de chez Cooper-Smith à Houston. Voilà, c'est tout. Et avec ça, il fallait se débrouiller. Alors, la première chose que j'ai découvert, j'ai relu un peu les publications qui existaient à ce moment-là. Il n'y avait pas de données sur l'anesthésie, pas de données sur la position. Donc, c'était juste, il fallait suivre et regarder un peu ce qui allait se passer. Mais très vite, on a constaté qu'il y avait des petites procédures à améliorer, en l'occurrence par rapport à la position du patient et à la durée de l'intervention. Et on va voir que ça m'a permis de faire une première publication sur les 7 premiers cas, parce que les 7 premiers cas ont été ceux qui nous ont apporté le plus d'informations et d'expérience. Donc on a pu publier sur la technique d'anesthésie par rapport aux 7 premiers cas et les implications. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, lorsqu'on fait déjà une thyroïde par cervicotomie, on a très peu d'approche du patient, des voies aériennes et de la tête du patient. Alors là, avec le robot prenant un espace énorme, le bras étant positionné d'une certaine manière, je n'avais aucune approche de la tête du patient. Et on va voir tout à l'heure que c'est très difficile d'aborder le patient. Donc il fallait tout préparer à l'avance, les voies veineuses, tout cela devait être prévu de manière à ce que je puisse accéder, contrôler, monitorer la profondeur de l'anesthésie à distance. Alors heureusement, nous aussi, on a progressé dans l'anesthésie et on avait des moyens de monitorer à distance, comme on va voir les oxymètres, les plethysmographes, toutes ces techniques qui permettent d'améliorer. Il faut savoir que l'intubation orotrachéale avec l'électromyogramme et donc le contrôle des nerfs récurrents, qui est quand même une des particularités de la chirurgie thyroïdienne et la peur des patients, puisqu'ils sont pas, maintenant tous les patients lisent, se renseignent, vont sur Internet, la peur de l'atteinte des nerfs récurrents fait qu'on a essayé d'améliorer le monitorage de ces nerfs récurrents et on l'utilise que ce soit en cervicotomie ou dans les chirurgies par voie axillaire, par l'approche robotique. Ça, on l'a utilisé. Mais on va s'apercevoir que l'approche du chirurgien est totalement différente. Par voie antérieure, c'est une approche du haut vers le bas. Donc, il faut aller chercher les nerfs récurrents. Par voie latérale, le chirurgien, il est au contact par en dessous, par la voie latérale, comme son nom l'indique. Mais on voit le nerf en très très gros. On le voit en beaucoup plus gros et nous-mêmes, on peut le suivre. Avant, on ne pouvait pas le voir. Moi, en tant qu'anesthésiste, quand on fait une cervicotomie, on voit rarement le nerf, sauf si le chirurgien nous le montre vraiment dans la profondeur. Là, on peut le suivre. On voit en même temps que les chirurgiens, on voit électromyogramme, mais également on constate les lésions sur le nerf s'il y en a. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'on installe un patient avec beaucoup de particularités par rapport à une technique normale. Les appareils à tension sont aux jambes. Il faut protéger contre la prévention, ce qu'on appelle les préventions thrombophlébitiques. Les interventions au départ étaient assez longues. La première thyroïde robot qu'a fait Patrick, et ce n'était pas la plus maigre, parce qu'il l'a attaqué en disant on va faire la première. La première, elle faisait 100 kilos. Ce n'est pas du tout une coréenne du Sud, comme il avait vu. Ce n'est pas du tout les mêmes morphologies. Et ça a duré 6 heures. Et après, on va voir que maintenant, on travaille à 2 heures, 2 heures et demie de durée chirurgicale. Ça n'a plus rien à voir. Mais la première, ça a été très très long et très particulier comme approche. Ah, passe plus. Ah oui, voilà. Je ne veux pas passer.
Ça y est, il bloque. Attends, je vais aller sur l'autre. Voilà. Excusez-moi, j'ai changé de... Donc, l'utilisation du tube qui permet de monitorer les nerfs récurrents qu'on utilise que ce soit par cervicotomie ou que ce soit par l'approche robotique thyroïdienne, donc c'est une technique commune, c'est le NIM. Malheureusement, ce n'est pas utilisé partout. Et on va voir pourquoi. N'empêche que c'est un système très très pratique où on a à travers l'intubation, ce tube très spécial, mais qui n'est pas facile à mettre. C'est une sonde armée. Souvent, le chirurgien dit, vas-y, mets le NIM. Mais ce n'est pas facile. Et il suffit en plus que le patient soit difficile à intuber, c'est encore plus difficile. Cette sonde, elle est armée, elle est bourrée de petits systèmes électroniques qui vont partout. Vous voyez les petites choses vertes qui sont sur le côté. Il faut la positionner parfaitement sur la corde vocale en ayant une position contrôlée. Sinon, les capteurs ne servent à rien. Et il y a 2 petits capteurs sur les cordes vocales qui permettent, lorsque le chirurgien stimule le nerf, d'avoir un électromyogramme. Comme on va voir, là, je change de système. Voilà. Qu'on voit ici. Alors, je vous rappelle que le NIM, et ça a été une erreur, et c'est pour ça que beaucoup de gens se trompent dans l'interprétation de cette technique, ce n'est pas pour aller chercher le nerf récurrent, c'est pour vérifier son intégrité. Donc, il faut déjà l'avoir trouvé. Alors, souvent, les gens disent que ça ne sert à rien le NIM, mais ça ne sert à rien parce que peut-être ils l'utilisent pour aller tâtonner comme ça. Je peux vous dire que Patrick, nous, on voit le nerf en très gros. Parfois, il stimule avec Claudine qui met le petit stimulateur dessus, et il n'y a aucun électromyogramme. Il dissèque un peu plus le nerf, donc il enlève la gaine, et hop, on a l'électromyogramme. Donc vous imaginez bien que là, c'est en vision directe avec un nerf qu'on voit en très très gros. Donc on se doute bien que si c'est pour aller le chercher en tâtonnant sur les muscles ou sur les structures tissulaires, on ne risque pas de le trouver. Donc ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt unique est de vérifier son intégrité avant la dissection, après la dissection, en fin d'intervention. Alors évidemment, voilà comment on se retrouve. Comme moi, je me retrouve. Voilà. Je ne sais pas où est la tête. Si vous me dites où est la tête, vous voyez. Donc il y a le robot, il y a le bras, il y a les champs, il y a Claudine, et voilà. Et je vois rien d'autre. Il y a Michel, où tu es Michel, il est là, donc l'aide qui est opérateur avec Patrick. Et c'est très très difficile de pouvoir accéder à la tête du patient, donc il a fallu trouver toutes ces techniques pour pouvoir améliorer nous-mêmes. Alors par exemple, on utilise l'électroencéphalogramme simplifié pour anesthésiste, qui nous permet de connaître la profondeur de l'anesthésie en permanence. C'est très très important, puisque je vous rappelle que comme pour toute chirurgie thyroïdienne, la curarisation sera un facteur limitant pour le repérage du nerf récurrent. Donc on ne peut que faire un bolus très précoce de curare pour intuber, parce que ce n'est pas facile d'intuber avec cette sonde armée particulière, mais après, souvent il va falloir relâcher parfaitement ces patients chez qui il y a une dissection, comme vous avez vu, on va voir un peu plus loin, une dissection, il avance tout seul, une dissection du tissu antérieur, de la peau par rapport au muscle, et pour cela, il faut être sûr qu'elle dort parfaitement bien. Et ça, c'est un petit peu différent par rapport à une approche par cervicotomie. Parce que lorsqu'on est par cervicotomie, on est directement sur la cible, alors que là, il y a tout un tunnel à créer, il faut que la patiente soit parfaitement relâchée. Donc ça, c'est un moyen simple de monitorer la profondeur d'anesthésie avec ces petits chiffres. C'est un score, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un score qui nous permet de savoir si la patiente dort profondément, pas assez profondément. Et quand le chirurgien dit elle se réveille, ou il se réveille, le patient, ce n'est pas possible, on a la profondeur d'anesthésie. Alors initialement, quand Patrick est revenu de Corée du Sud, la position c'était ça. Le bras en extension. En Corée du Sud, ils utilisent cette technique dite la position de Chung. Les 6 premiers patients, on a fait comme ça, et on a eu un plexus. Alors on s'est dit, oula, pourquoi, comment eux n'ont pas de plexus? Eux, ils ont 0,3% de plexus brachial dans cette position. Donc on s'est renseigné avec notre ami Cooper Smith à Houston, qui nous a dit, non, nous on a changé depuis un moment, on s'est mis dans cette position. Donc on a changé de technique. Et depuis, on a eu beaucoup moins d'incidents sur toute la série de patients qu'on a fait, puisqu'on est à 130 patients maintenant. On a eu beaucoup moins d'incidents suite à un changement de position. Ça, quand même, sous-entend qu'il faut en permanence protéger le bras, le mettre dans des positions où il n'y a pas d'extension postérieure trop importante. Mais vous voyez, même la position du bras d'approche était importante. Lorsque Patrick a fait son petit tunnel cutané, il utilise des rétracteurs. Alors, il a tous les rétracteurs existants. Il y a des services actuellement qui se lancent dans le robot thyroïde qui n'ont pas un seul rétracteur, ils font ça au système D, c'est-à-dire les mains des internes. N'est-ce pas?
surtout chez des collègues. Et les internes, au bout d'un moment, n'ont plus de bras, parce que pour tirer la peau de cette façon-là, ce rétracteur, ça c'est le rétracteur Cooper-Smith, ça c'est le rétracteur de Chong. Il y en a un troisième, c'est le Modena qui vient de nos amis allemands. Ben, je peux vous dire, ça tire très très fort sur la peau. Ça écarte la peau de la structure musculaire. Et ça, c'est la zone qui fait mal. C'est la zone qu'on décrit ensuite en disant qu'il y a une zone qui est un peu cartonnée, qui picote un petit peu, que les patients vont avoir au niveau de cette dissection, vont ressentir. Et c'est cette zone-là qu'on va endormir. Et c'est au moment où on met le rétracteur que la stimulation est la plus importante. Donc pour nous, c'est à ce moment-là qu'on doit analgésier parfaitement le patient et être sûr qu'il soit relaxé. Mais si on relaxe avec des curares à ce moment-là le patient, on ne pourra plus contrôler le nerf récurrent. Donc, toute la technique d'anesthésie, ça va être de suffisamment relâcher sans pouvoir utiliser à nouveau des curares. Alors vous voyez ça, ce sont des contraintes sur lesquelles on a dû s'adapter. Et l'analgésie, au début, on pensait que, vu la rétraction, la dissection, il fallait mettre de la morphine et beaucoup de morphine. Tout au début, on avait mis même des pompes à morphine, de peur que les patients aient mal. Et finalement, on a amélioré nos techniques, on a infiltré avec de la ropivacaïne. Les patients avec ça n'utilisaient plus du tout de morphine. D'ailleurs, sur la dernière série, vous voyez, il n'y a eu que 6 patients sur 130 patients qui ont utilisé de la morphine en post-opératoire, ce qui est beaucoup moins que par cervicotomie, dans les études qui ont été faites en cervicotomie, évidemment. Donc sur la douleur, on a trouvé le contrôle nécessaire pour que les patients soient parfaitement confortables en post-opératoire. Je viens d'avoir un petit bémol sur nos amis de Nîmes qui ont un problème d'analgésie post-opératoire assez importante après robothyroïde avec leur rétracteur, mais apparemment, ils n'utilisent plus du tout un rétracteur conventionnel. Donc on pense qu'il y a un problème sur le matériel et non pas lié à la technique proprement dite. Mais justement, on va en discuter dans 15 jours. Ils ont lancé une étude clinique à ce sujet. Alors, le nerf récurrent, ce n'est pas une spécificité de la chirurgie robotique, puisqu'on a le même problème après une cervicotomie. Mais moi, en tant qu'anesthésiste, je trouve que le repérage, la détection et l'intégrité, le contrôle d'intégrité du nerf se fait beaucoup mieux par cette visualisation. En plus, on est plusieurs à le voir, le nerf récurrent, lorsqu'on est par voie robotique. C'est assez impressionnant, c'est exactement, je fais le parallèle avec la célioscopie, où avant, on ne voyait pas grand-chose dans le ventre du patient quand il n'existait pas la célioscopie, et que depuis que les chirurgiens utilisaient de la célioscopie, nous, anesthésistes, on pouvait suivre avec eux exactement les gestes techniques qu'ils faisaient. Alors, quand il y avait une complication, on pouvait discuter avec eux, on le voyait. Ben là, on a la même chose. Je peux voir sur l'écran en même temps que Patrick, et il a l'électromyogramme, et on peut constater ensemble quand il ne trouve pas le nerf. Alors évidemment, c'est 0,3% d'atteinte des nerfs récurrents dans la littérature, lorsqu'on détecte de façon clinique. Ça monte à 7% si on fait une laryngoscopie systématique. Ben nous, on n'a pas autant. Heureusement, on a eu 1 cas d'atteinte du nerf récurrent sur 130 malades par voie robotique. Alors vous allez me dire, pourquoi les chirurgiens n'utilisent pas partout des NIM, ces sondes d'intubation, à part le prix? Ben regardez, dans les 3 premières, ça c'est une grande étude qui a été faite en 2007 qui montre que dans les 3 premiers cas, le chirurgien dit qu'il n'en a pas besoin. Il trouve que lui, il préfère juste regarder et trouver le nerf tout seul. Il trouve qu'il y a trop de faux positifs. Ça représente quasiment 75% des cas. Le coût, ça représente 11%. Donc il y a beaucoup d'endroits qui ne peuvent pas se payer. La sonde coûte cher, l'appareil coûte cher. Et enfin, difficulté à mettre la sonde d'intubation ou résistance des anesthésistes, c'est que 4%. Hein, donc ce n'est pas notre faute s'il n'y a pas autant de NIM. Qu'on remette les choses en place. Alors par contre, la position du bras, c'est beaucoup plus spécifique après cette chirurgie. Et la plexopathie, il faut savoir qu'elle a été dans l'étude de Chong, qui a quand même plus de 4000 malades maintenant, ça représente 0,3%. Nous, on a été étonnés d'avoir un premier cas au 6e coup. Alors, on n'a pas les mêmes morphotypes, on n'avait pas les mêmes durées. Et je pense que l'intervention, la durée, la courbe d'apprentissage est majeure. Plus ça dure longtemps, plus le risque est important. Comme on a raccourci très très rapidement par la pratique de Patrick cette approche, cette durée chirurgicale, on a eu de moins en moins d'incidents, évidemment. Mais, voilà, par exemple, sur des séries, vous voyez qu'en général, il y a des complications sévères que dans 1% des cas. Les hématomes, les lésions permanentes du nerf récurrent, ils en ont 5, par exemple, dans cette étude de 2007, en Corée du Sud. Hein, c'est toujours la même équipe, les équipes de Chong.
3 lésions trachéales, et on voit qu'ils n'ont que 0,3% de lésions temporaires du plexus brachial. Nous, on a eu, sur 130, on a eu 4 cas. Alors, évidemment, c'était les premiers cas, et ça a toujours été temporaire, et ça a toujours régressé, systématiquement. Alors, on s'était posé la question, comment faire pour améliorer? Et on a vu que dans la littérature, il y avait des équipes qui s'étaient intéressées à faire des potentiels évoqués. Là, c'est une équipe qui travaillait, c'est surtout chez les enfants. Ils se sont posé la question sur des approches autres que des thyroïdes ou sur des thyroïdes. Ils ont mis un potentiel évoqué. Et nous, on a testé le potentiel évoqué. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait au bloc opératoire. On a mis des électrodes sur 4 sites et on a fait l'électromyogramme. L'électromyogramme qui était sur le NIM associé au potentiel évoqué moteur sur les bras. Et évidemment, donc j'ai publié ça, là on est en train de le sortir dans le Journal Robotic Surgery. Sur 2 cas, c'est la faisabilité. Évidemment, les reviewers, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, est-ce que vous ne pouvez pas monitorer quand il y a des complications? J'espère qu'on n'aura pas les complications pour leur monitorer. Mais si on se base sur les 0,3% des cas, il faudrait qu'on ait au moins plus de 200 à 300 patients avant d'avoir la détection d'un cas avec le potentiel évoqué. Donc j'espère qu'on n'en aura pas besoin. Mais on va le mettre de principe, puisqu'avec Patrick, on a l'intention de pouvoir acquérir et de pouvoir le mettre à tous les patients. C'est assez simple à utiliser et ça peut apporter un plus. Alors vous voyez, ça c'est la courbe d'apprentissage. J'avais sorti les 47 premiers patients. Les premiers, c'est les plus longs. Et maintenant, on est à peu près à 2 heures, en moyenne, à 2h30 d'intervention. Alors je pense que c'est ça qui a largement influencé l'impact sur la position du bras, c'est la durée d'intervention. Alors depuis, on a publié pas mal d'articles, que ce soit en anesthésie ou en chirurgie robotique. Ce sont les derniers papiers qui vont sortir de l'équipe. Et on a pour intention de sortir un papier là qui m'intéresse moi personnellement. C'est la réaction inflammatoire et la sidération des parathyroïdes. Je me suis posé la question, est-ce que la voie cervicale, c'est-à-dire la voie robotique, était moins agressive finalement que la voie cervicale, outre les effets esthétiques, outre les effets des apports, outre l'effet qu'on a vu sur le nerf récurrent, qu'on le voit mieux. Je m'étais dit, est-ce qu'il y a moins d'inflammation? Donc là, je suis en train de recueillir tous les syndromes inflammatoires, les CRP, etc., les calcémies de ces patients. Je vous ai sorti de manière un peu plus succincte, parce que je n'ai pas le temps de décrire tout, les 48 thyroïdes totales. Donc il y a eu 48 thyroïdes totales avec, systématiquement, on a dosé la calcémie et la parathormone avant et après. Et vous voyez, il y a eu 16 cas de calcémie inférieure à 2 millimoles, dont 3 avec symptomatologie, avec des fourmillements. Dans le groupe cervicotomie, je n'avais que 13. Pour l'instant, je n'ai pas pu sortir plus dans le groupe, donc c'est à parier par rapport à ces 13. Il n'y a que 3 cas de calcémie inférieure à 2 millimoles, et avec des symptômes, c'est-à-dire qu'il y a eu besoin d'une alpha pour substituer la sidération des parathyroïdes, il y a eu un cas, mais en pourcentage, c'est exactement pareil. Donc il n'y a pas de significativité sur la sidération des parathyroïdes entre les 2 voies. Donc je vais essayer de travailler ces détails et j'espère vous les présenter une prochaine fois avec la publication. Voilà. Donc, pour finir, position du membre supérieur du côté de l'intervention. L'anesthésie est standardisée finalement, mais elle nous a obligés à être beaucoup plus relaxants, sans utiliser pour autant de curare. L'utilisation de moyens de monitorer la profondeur d'anesthésie tels que le BIS, c'est majeur parce que c'est le seul moyen qu'on ait pour aborder la tête, sinon on ne le voit pas, l'état de sédation du patient. Évidemment, la surveillance d'intégrité du nerf récurrent par le NIM. La position prolongée, évidemment, nous actuellement, puisque la durée s'est raccourcie, on a beaucoup moins de problèmes thromboemboliques, des problèmes de prévention des points d'appui. Tout au début, c'était notre hantise. Maintenant, on a beaucoup moins ces problèmes liés à la durée de l'intervention. Et enfin, l'analgésie post-opératoire, elle s'est franchement améliorée grâce aux techniques d'infiltration et on a très peu, les patients sont très confortables au post-opératoire avec un recours à la morphine extrêmement rare. Enfin, j'espère démontrer quand même si les études pour l'instant ne sont pas assez, les premières données que je vous apporte ne montrent pas une diminution de la sidération parathyroïdienne, mais je pense que je vais vous montrer qu'il y a une diminution de la réaction inflammatoire périopératoire. Ça, j'espère pouvoir le prouver. Et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.